Dans ce module, nous allons parler des différents éléments théoriques qui concernent les varices et la sclérothérapie. Nous allons passer en revue l'anatomie, la physiopathologie et l'étiologie de la maladie veineuse chronique, mais également parler des symptômes, des signes cliniques, de la classification CEAP et des contre-indications, qu'elles soient absolues ou relatives. Quand on parle d'anatomie veineuse, on reconnaît trois compartiments veineux fonctionnels. Tout d'abord, le compartiment veineux profond qui est intrafacial dans les muscles et qui comporte le réseau veineux profond. Un compartiment intermédiaire qu'on appelle le compartiment saphénien et puis un compartiment superficiel qui est extrafacial et qui comporte les veines superficielles non saphéniennes, non tronculaires. Le réseau veineux superficiel draine le sang des couches dermiques superficielles et correspond environ à 10% du total du drainage veineux. Les veines superficielles se partagent en deux grands bassins, la grande veine saphène et la petite veine saphène. La grande veine saphène draine la face antéro-interne de la jambe et de la cuisse. Elle débute au niveau de la plante du pied, puis passe en prémalléolaire à la face interne du mollet pour passer derrière les reliefs osseux du genou et à la face interne de la cuisse. Elle va se jeter au niveau de la crosse de la saphène interne, dans le scarpa et directement dans la veine fémorale commune. La petite veine saphène, elle, naît également de la plante du pied. Elle va passer en rétromalléolaire à la face postérieure du mollet et se jeter au niveau de la fosse poplitée via la jonction saphénopoplitée dans la veine poplitée. Elle est plus courte que la grande veine saphène. Il y a donc deux jonctions saphéniennes, la jonction saphéno-fémorale pour la grande veine saphène, la jonction saphénopoplitée pour la petite veine saphène. Ces deux jonctions fémorales ont une diversité d'anatomie qui nécessite un bilan veineux attentif quand on désire les traiter. Et donc, il est important de réaliser un bilan échodoppler pour confirmer l'anatomie exacte de ces deux jonctions. Les veines superficielles, comme les veines profondes d'ailleurs, sont équipées de valves qui permettent un flux unidirectionnel. Leur densité est variable, elle est plus importante au niveau du réseau veineux profond qu'au niveau du réseau veineux superficiel. La grande veine saphène en compte de 6 à 25, la petite veine saphène un peu moins, et il existe en tout cas une valve qui est constante au niveau de la jonction saphéno-fémorale ou poplitée selon qu'on soit dans la grande ou dans la petite veine saphène. 90% du sang veineux est drainé via les veines profondes. Les veines profondes se situent donc en intrafacial dans le système musculaire. Elles suivent le même trajet que les artères et les veines. Elles sont dédoublées au niveau du mollet. Donc, on retrouve deux artères tibiales postérieures, deux artères jumelles internes et externes, etc. Toutes ces veines vont se réunir en une seule veine poplitée qui, au niveau de l'arcade de inter, va devenir la veine fémorale, qui va rejoindre la veine fémorale profonde pour former la veine fémorale commune, qui deviendra iliaque une fois qu'elle aura passé le ligament inguinal. Comme je l'ai déjà dit, toutes ces veines sont également équipées de valves unidirectionnelles qui sont également en nombre variable mais assez nombreuses. Une valve est en tout cas toujours présente, c'est la valve fémorale commune au niveau du ligament inguinal. On parle également de veines communicantes pour les veines qui permettent à un même système de communiquer. Donc on a des veines communicantes dans le réseau veineux profond entre les veines profondes et dans le réseau veineux superficiel entre les veines superficielles, donc entre la grande et la petite veine saphène par exemple. Les plus connues sont les veines dites de Giacomini. On parlera de veines perforantes
pour les veines qui font communiquer le réseau veineux superficiel avec le réseau veineux profond. Ces veines tiennent leur nom du fait qu'elles perforent les fascias en passant de la superficie vers la profondeur. Ces veines perforantes sont également valvulées et leur sens physiologique va de la superficie vers la profondeur. Il existe plusieurs mécanismes qui permettent au sang de circuler dans les veines. C'est un système de pompe, il y en a 3. Il y a la pompe musculaire du mollet et la semelle de Lejar qui se trouve au niveau du pied, qui sont activées par les mouvements musculaires et essentiellement par la marche, et qui sont également aidées par les valves anti-reflux dont je vous ai parlé avant. On a également une pompe cardiaque et thoraco-abdominale qui permet, j'y reviendrai, de dynamiser le retour veineux proximal. S'ajoute à cela un effet aspiratif de la respiration et également un effet physiologique des différentes vitesses circulantes qui permettent un retour dynamique via une différence de pression liée à ce qu'on appelle l'effet Venturi. La principale pompe musculaire de retour est la pompe musculaire du mollet et la semelle de Lejar. Elle est responsable d'une grande partie du retour veineux. Vous savez que 90% du retour veineux est assuré par les veines profondes via l'action de la pompe musculaire du mollet et de la cuisse, une moindre mesure, et donc via les mouvements musculaires. Les muscles, quand ils se contractent, vont être gainés dans un fascia profond qui va maintenir le muscle et permettre à la pression musculaire de se reporter sur les veines qui se trouvent également à l'intérieur de ces loges musculaires. Les veines vont être vidées lors de la systole musculaire et vont se relâcher au moment de la diastole. Au moment de cette diastole, les valves vont se fermer pour empêcher le sang de refluer lors de la diastole musculaire. C'est également au moment de cette diastole que le réseau veineux superficiel va pouvoir se drainer dans le réseau veineux profond et le remplir de manière passive. Les valves anti-reflux dont je vous ai déjà parlé, vous le savez, sont tout à fait capitales. Elles fonctionnent correctement en empêchant l'effet de pesanteur et donc le reflux veineux au repos. Et elles permettent donc un flux unidirectionnel dans toutes les veines, qu'elles soient profondes ou superficielles. Ces valves peuvent être non fonctionnelles, soit par dilatation veineuse, soit par destruction, soit parce qu'elles n'existent pas. On parle d'agénésie valvulaire à ce moment-là. Dans les 3 cas, quand elles ne sont pas fonctionnelles, on va pouvoir enregistrer des reflux veineux qui seront à la base d'une hyperpression veineuse et de toutes les pathologies de la maladie veineuse chronique sur lesquelles je vais revenir plus loin dans cet exposé. La deuxième grande pompe agissant plus sur la circulation veineuse centrale est l'effet d'aspiration lié à la respiration et la pompe thoraco-abdominale. À l'inspiration, la pression abdominale et thoracique augmente et on va avoir par effet de Valsalva une fermeture de la valve de la veine fémorale. En expiration, la pression va diminuer, la valve va s'ouvrir et les veines iliaques et la veine cave vont pouvoir se remplir. Cet effet de la respiration peut être enregistré en échodoppler au niveau des axes fémoraux communs, mais également fémoraux superficiels. Elle n'existe pas au niveau périphérique, poplité et du mollet, où là, la pompe musculaire du mollet dont je vous ai parlé est le mécanisme principal d'expulsion veineuse. D'autres
composantes participent également à la physiopathologie veineuse. Et tout d'abord, la compliance veineuse. La compliance, c'est le rapport entre le volume et la pression. La compliance veineuse va dépendre de l'élasticité de la paroi veineuse, mais également de la géométrie du vaisseau. Il faut savoir que les veines au repos sont elliptiques et vont se remplir donc à basse pression jusqu'à une certaine limite, environ 200 millilitres, et puis vont augmenter de pression en même temps qu'elles deviennent circulaires. On va donc avoir un système à basse pression, en temps normal, on va dire, à basse pression, qui va permettre à la veine de remplir sa fonction de réserve veineuse. Cette veine va augmenter de pression uniquement si elle dépasse une certaine quantité de remplissage à partir de 250 à 300 millilitres et la pression veineuse à ce moment-là va augmenter extrêmement rapidement de façon exponentielle. Un dernier élément important qui participe à la physiopathologie veineuse sont les vitesses circulantes. Vous savez qu'on a une tendance naturelle à l'équilibre des pressions par passage de flux entre un système à haute pression vers un système à basse pression. Outre la gravité, les différences de pression dépendent également de la vitesse circulatoire et de la section du vaisseau. On aura donc naturellement un flux qui va se faire d'un vaisseau à haute vitesse vers un vaisseau à plus basse vitesse. Je résume donc en disant que le flux veineux est bien sûr un flux passif lié à la gravité, mais également un flux dynamique favorisé par les pompes musculaires et lié à la vitesse du sang et au calibre des vaisseaux. La pathologie veineuse est également influencée par la pression transmurale, différence entre les pressions externes et internes du vaisseau, ainsi qu'à la compliance veineuse qui va permettre un remplissage important sans augmentation des pressions, en tout cas en dessous de 20 mm de mercure. La paroi veineuse et la viscosité sanguine sont également responsables de résistance et de turbulence qui seront le point de départ des déformations veineuses. Nous allons maintenant passer en revue les différents facteurs de risque qui sont à la base du développement d'une pathologie veineuse et j'insisterai sur les plus importants qui sont d'abord le sexe, essentiellement féminin, probablement favorisé par les influences hormonales œstrogéniques et également par les différentes grossesses propres aux femmes. L'âge est un grand facteur évolutif de la maladie veineuse chronique, ainsi que l'hérédité, et particulièrement étonnamment l'hérédité paternelle. Certaines pathologies favorisent également l'apparition ou l'évolution péjorative d'une maladie veineuse et c'est essentiellement la maladie thromboembolique et les syndromes post-thrombotiques. Si l'on parle principalement des télangiectasies des membres inférieurs, leur origine peut être multiple. Dans les télangiectasies ordinaires, je dirais, l'origine est le plus souvent génétique et primaire, mais on retrouve également des télangiectasies secondaires, par exemple après la grossesse, ou dans des maladies de système ou cutanées rares, pour lesquelles je vous invite à être prudent. Si vous estimez que des télangiectasies se situent dans des zones qui ne sont pas du tout habituelles, n'hésitez pas à demander un avis spécialisé en dermatologie plutôt que de traiter ça comme une maladie veineuse chronique. La base de la maladie veineuse chronique est l'hypertension veineuse. Cette hypertension veineuse peut avoir de multiples origines, mais c'est à partir de celle-ci que va évoluer la maladie et vont apparaître les complications. L'hypertension veineuse va être à la base de la déformation veineuse et de l'apparition des varices, mais également à la base de l'extravasation à l'extérieur des veines et des complications inflammatoires cutanées qui compliquent la maladie veineuse chronique. Nous allons maintenant donner quelques définitions pour être d'accord sur les termes que nous allons employer. Quand on parle de télangiectasie, on parle de petits vaisseaux intradermiques dilatés dont le diamètre est inférieur ou de l'ordre du millimètre.
Ils peuvent être de couleur rouge ou bleue et leur couleur dépend en fait de la profondeur du vaisseau. Elles apparaîtront plus rouges si elles sont plus superficielles, bleues si elles sont plus profondes. On les retrouve aussi bien au niveau des cuisses que des mollets et elles sont très fréquentes dans la population générale, touchant entre 60 et 90% des patients adultes. Il faut savoir que ces télangiectasies naissent en général d'une veine plus profonde qu'on va appeler réticulaire et sur lequel je vais m'étendre tout de suite. Les veines réticulaires sont des veines dilatées également, d'un diamètre un peu plus important que les télangiectasies, de l'ordre de 1 à 3 mm. Elles apparaissent bleuâtres, voire verdâtres, en raison de leur profondeur. Elles sont un petit peu plus profondes dans le derme que les télangiectasies et elles forment en général un réseau ramifié qui alimente ces mêmes télangiectasies. On les retrouve également extrêmement fréquemment dans la population générale, de l'ordre également de 60 à 90% de la population adulte. Je vous ai déjà parlé des veines perforantes, donc ce sont des veines qui vont connecter deux réseaux de nature différente, donc le réseau veineux superficiel et le réseau veineux profond. Elles sont extrêmement nombreuses, on peut en compter plus de 150 et on va les diviser en fonction de leur anatomie entre les perforantes qui se situent au niveau de la cuisse, qu'on appelait avant veine de Dodd, veine de Inter ou perforante de Boyd, et les perforantes qui se situent au niveau du mollet, tiers supérieur du mollet qu'on appelait avant les perforantes de Sherman, et les perforantes de Coquette qui se trouvent à la face interne de la cheville. Le réseau veineux superficiel est également peut-être malade de manière sur les veines qui sont tronculaires ou leurs branches directes qu'on va appeler des tributaires. On aura alors des veines dilatées, refluentes, de plus de 3 mm de diamètre, qui vont pouvoir former des boucles et qui seront en saillie sous la peau. Elles sont relativement plus rares que les veines extrêmement superficielles, réticulaires ou télangiectasiques et touchent 15% de la population adulte. La corona phlebectasia, ou couronne phlébectasique en français, est une pathologie à connaître parce qu'elle est assez pathognomonique d'une maladie veineuse chronique sévère. Il s'agit de télangiectasie qui s'étendent sous forme d'éventail autour de la cheville, donc à la face interne et latérale de la malléole, mais également parfois au niveau du pied ou de la face antérieure de la cheville. On parle également d'un réseau réticulaire d'Albanese, qui est un problème esthétique, mais qui gêne énormément les patientes. Il s'agit d'une persistance d'une circulation fœtale qui disparaît généralement rapidement après la naissance, mais puis qui peut réapparaître plus tard, et qui est alimentée par des veines réticulaires sous-jacentes, périrotuliennes, formant également des micro-perforantes à ce niveau. C'est une circulation veineuse descendante, contrairement à ce qu'on physiologiquement descendante, contrairement à ce qu'on voit généralement, et qui donc peut provoquer des refluences ascendantes quand on fait des échodoppler extrêmement superficiels. C'est un problème esthétique, je l'ai dit, mais si on veut le traiter, il est important de rechercher les varices alimentantes et principalement les perforantes périrotuliennes qui sont bien visibles en transluminescence. On retrouve parfois également des télangiectasies extrêmement superficielles et donc rouge pâle d'un diamètre inférieur au millimètre et qui sont donc difficilement accessibles à un traitement par sclérose avec une aiguille. Ce sont les télangiectasies qui présentent le cas idéal pour un traitement laser. C'est même probablement la seule indication d'un traitement laser percutané dans le traitement des varices. Et ces varicosités répondent très bien à ce type de traitement.
Après avoir passé en revue les différentes varices que vous pourriez rencontrer, je voudrais rapidement venir sur les symptômes qui sont assez aspécifiques de la maladie veineuse chronique, mais que l'on peut quand même rechercher. Il faut d'abord savoir que tous ces symptômes sont généralement majorés par la position debout prolongée et surtout la position debout sans mouvement. Les patientes peuvent se plaindre de lourdeur de jambes, d'œdèmes vespéraux qui peuvent diminuer ou disparaître pendant la nuit, de crampes, particulièrement les crampes nocturnes, qui doivent être bien différenciées de la claudication intermittente d'origine artérielle, qui elle apparaît uniquement à l'effort. Peuvent avoir également des sensations de brûlure, de démangeaison ou de picotement qui doivent aussi être différenciés des problèmes neurologiques. Cette maladie veineuse chronique peut se compliquer. Tout d'abord, des complications cutanées, je l'ai expliqué tout à l'heure, liées à l'hyperpression veineuse et à l'extravasation de plasma et d'éléments figurés du sang. Cela peut donner des eczémas, des dermites de stase, des troubles de la coloration de la peau comme une pigmentation ou une dermite ocre, voire des indurations cutanées appelées lipo- et dermatosclérose. Peut finir, si ce n'est pas traité suffisamment tôt, par des troubles trophiques importants de type ulcère. On peut également s'attendre à avoir des thrombophllébites ou des hémorragies spontanées liées à la rupture d'une varice superficielle. Les études scientifiques ont l'habitude de classifier la maladie veineuse chronique selon la classification CEAP, un acronyme qui est bien utile pour pouvoir comparer des choses comparables et évaluer les résultats de nos traitements. CEAP signifie C pour tableau clinique, E pour étiologie de la maladie, A pour atteinte anatomique et P pour physiopathologie. On a différents stades cliniques de la maladie veineuse chronique. Dans les 3 premiers stades, du stade 0 au stade 2, on va parler d'ailleurs de maladie veineuse chronique, c'est-à-dire on est dans une maladie sans complications. Les stades de C3 à C6 sont appelés insuffisance veineuse chronique car on est au stade de la complication de la maladie. On a décidé de mettre dans cette classification un stade 0 qui est un stade qui correspond aux patients qui ont des plaintes de symptômes d'insuffisance ou de maladie veineuse chronique, alors que l'examen clinique est strictement normal. C'est utile d'avoir ce stade car c'est un stade auquel on peut proposer aux patients des traitements préventifs pour éviter une évolution de cette maladie veineuse chronique très débutante. Les premiers stades C1, C2 sont des stades où on voit apparaître des télangiectasies ou des varices un petit peu plus importantes, mais pour lesquelles il n'existe pas encore de complications. À partir de la classe 3, on va parler de stades compliqués d'insuffisance veineuse chronique. On va voir apparaître des œdèmes sans altération cutanée et puis l'apparition des troubles trophiques, tout d'abord sous forme d'hyperpigmentation ou de dermatite de stase, et ensuite sous forme plus sévère d'ulcères des membres inférieurs, soit cicatrisés, soit actifs. On utilise également la classification étiologique pour parler de pathologies congénitales primaires ou secondaires, par exemple syndrome post-thrombotique. L'anatomie va être divisée entre une anatomie veineuse superficielle, S, profonde, deep en anglais, ou qui caractérise une pathologie des veines perforantes. Tout cela est numéroté, 1 pour télangiectasie, de 2 à 5 pour les grandes et petites veines saphènes, de 6 à 16 pour numéroter toutes les veines profondes depuis les tibiales jusqu'au fémoral, 17 pour les perforantes de cuisse, 18 pour les perforantes de mollets, qu'on appelle donc plus par des noms propres maintenant, mais par des numéros. On va également parler de la physiopathologie en utilisant la lettre P, R quand on a un reflux, O quand on a une obstruction, ou les deux si la pathologie est à la fois liée à une obstruction et un reflux, ce qu'on va retrouver le plus souvent dans le syndrome post-thrombotique. Le traitement
de la maladie veineuse chronique est multiple. On doit toujours bien sûr proposer une contention élastique, en tout cas dans les stades avancés de la maladie. On a aussi la chirurgie, mais on a les scléroses. Les scléroses sont un excellent traitement sous différentes formes, je vais y revenir, mais elles comportent des contre-indications. La première, qui est très rare, est une hypersensibilité ou une allergie aux produits sclérosants, et en Belgique, c'est le polydocanol. Il faut également éviter de scléroser des patients atteints de maladies systémiques aiguës. Le traitement de leur maladie passe avant le traitement de la sclérose, je pense. Se méfier des patients immobiles qui ne vont pas pouvoir bouger après un traitement par sclérose. La mobilisation est importante comme prévention des phlébites profondes secondaires aux scléroses. Et bien sûr, détecter les patients souffrant d'une maladie artérielle grave qui nécessite un traitement préalable à un éventuel traitement de l'insuffisance veineuse profonde. Le problème de la maladie thromboembolique est également un problème. Donc, un patient souffrant d'une maladie thromboembolique aiguë est une contre-indication absolue au traitement par la sclérose. Il faut également se méfier des patients présentant un risque accru de thrombose et bien sûr les patients qui présentent une thrombophilie héréditaire connue et diagnostiquée ou des patients qui présentent de multiples facteurs de risque de maladie thromboembolique. Tout cela est toujours relatif et il faut peser l'intérêt d'une éventuelle échosclérose, par exemple, chez un patient présentant un risque thrombophilique aigu. Et il est toujours possible, quand la sclérose est un traitement intéressant pour le patient, de le traiter préventivement par des HBPM, par exemple, pendant quelques jours après le traitement sclérosant pour éviter une thrombose. Tout cela doit être réfléchi. Le problème de la grossesse et de l'allaitement en étant également, je pense que c'est pratiquement toujours contre-indiqué de proposer une sclérose pendant une grossesse puisque c'est une période où la maladie va continuer à évoluer, mais également parce que le produit serait potentiellement tératogène. Même réflexion durant l'allaitement. Il n'y a jamais d'urgence hebdomadaire ou de jours à proposer une sclérose et donc on peut attendre que la période d'allaitement soit terminée pour commencer à traiter une maladie veineuse superficielle, d'autant plus que chez l'animal, on a montré que le polydocanol pouvait passer dans le lait maternel. Cela n'a pas été prouvé chez l'homme, mais je pense qu'il faut rester prudent. Il existe également des contre-indications relatives à la sclérose, comme le mauvais état de santé général, le diabète ou des terrains allergiques ou asthmatiques avec un risque accru de réaction allergique aux produits sclérosants.